Salut à tous, c'est Yvan. On se retrouve pour le deuxième Tu signes ou tu signes pas au programme de la Ligue 1, de l'international français et également l'Atlético de Madrid qui est prêt à remettre le billet sur un défenseur argentin, champion du monde 2022. Pour ceux qui ont loupé le dernier épisode, vous pouvez le retrouver sur la chaîne YouTube dans la description ou tout simplement en attendant la fin de la vidéo, vous aurez tout simplement la possibilité de cliquer sur la vidéo qui vous intéresse. Allez, on commence ce deuxième épisode avec un joueur de Ligue 1, comme souvent, un joueur qui a fait parler de lui, notamment parce qu'il marquait pas mal de buts sur penalty. Jonathan David, libre de tout contrat depuis le 1er juillet, soit hier. Il a tout simplement annoncé son départ du LOSC à la fin de la saison, était en discussion avec pas mal de clubs. Et ce serait finalement du côté de la Juventus que l'attaquant canadien devrait se diriger. D'après Fabrizio Romano, le deal est même fait puisqu'il a annoncé le Here we go pour tout simplement dire que tout était conclu de chaque côté. L'annonce devrait être donc bientôt officielle. Côté joueur, forcément, on le sait, Jonathan David avait besoin de passer un cap. Il avait atteint, entre guillemets, un plafond de verre du côté du LOSC. C'est un joueur qui avait quelques intérêts en Ligue 1, notamment du côté de Marseille, où il y a eu quelques rumeurs. Et finalement, pas sûr que c'était le profil idéal pour les Phocéens. Et donc, il se dirige vers la Juventus, qui est certes un club prestigieux, mais un club qui est en difficulté. Alors certes, elle a montré, la Juve a un visage plutôt intéressant avec Igor Tudor lors de la Coupe du Monde des clubs. Mais est-ce que ce sera suffisant pour prétendre à un titre de Serie A? J'en suis pas forcément convaincu. Côté Juventus, c'est donc aussi le départ en vue de Randal Kolo Muani. On sait que le PSG en demande entre 30 et 50 millions d'euros pour un joueur qui a plutôt convaincu sur les 6 mois qu'il a passé du côté de Turin. Maintenant, c'est vrai que ça reste un prix assez important pour un joueur qui n'a pas non plus des stats impressionnantes. Il y a aussi le cas d'Uzan Vlahovic, Arkadiusz Milik, bref, pas mal de joueurs en attaque. À voir donc si Jonathan David sera le numéro 9 tant recherché. Mais moi, je ne suis pas totalement convaincu par le profil. Donc en conclusion, pour Jonathan David, c'est une possibilité de se faire une place dans un grand club historique du football. Maintenant, pour essayer de jouer la Ligue des Champions chaque année, de passer un cap, je ne suis pas sûr que ce soit le club parfait et non plus le club qu'il a besoin pour continuer de progresser et pour surtout se sentir bien intégré. Voilà, c'est un système tactique très particulier sous Igor Tudor qui demande beaucoup de répétition des efforts. Il en a fait, certes, du côté de Lille, mais c'est pas vraiment un vrai numéro 9. Moi, personnellement, je l'aurais plutôt vu en première ligne, dans un club comme Aston Villa, par exemple, en tant que faux numéro 9, entre voilà, cette place de buteur et de milieu offensif. Donc, pour le choix Juventus, je suis pas convaincu. Pour la Juve, forcément, c'est un transfert important d'un attaquant libre. On sait qu'ils sont quand même, les Turinois, à la recherche d'un buteur. Maintenant, est-ce qu'il n'y avait pas forcément un profil plus adapté aux exigences d'Igor Tudor? Peut-être que si. Un joueur peut-être aussi plus prometteur pour miser sur l'avenir. Maintenant, est-ce que ce sera un profil qui sera compatible avec Dusan Vlahovic? Peut-être, mais au vu du système employé par Igor Tudor, on se dirigerait quand même vers un 3-4-2-1 avec sur les côtés Yildiz et Conceição, Koopmeiners et Gonzalez en rotation. Donc voilà, une concurrence en finale, c'est comme si tu remplaçais Kolo Muani par Jonathan David. Moi, je suis pas convaincu. Donc pas convaincu pour David, pas forcément très convaincu non plus par la Juve. Maintenant, ça reste quand même un très bon attaquant libre de tout contrat et une bonne recrue sur le papier. Et d'ailleurs, en évoquant le cas Jonathan David, qui donc a bien quitté Lille, le LOSC a retrouvé son remplaçant. Il s'agit d'Olivier Giroud. On en a parlé rapidement dans la matinale, sauf que c'est officiel désormais. L'attaquant français s'est bien engagé avec le club lillois et va essayer d'apporter toute son expérience pour peut-être sa dernière aventure dans le football professionnel. Allez, on continue avec un joueur de Ligue 1 qui, lui, évolue du côté de l'AS Monaco et n'a pas été très loin d'être international français, mais il a finalement pas été convoqué par Didier Deschamps lors du dernier rassemblement. C'est Magnès Akliouche, le milieu offensif et les droits de l'AS Monaco,
est très courtisé durant cet été. On parlait du PSG, et ben là l'équipe évoque l'intérêt d'Arsenal qui serait très emballé pour le faire signer. Problème, Monaco réclame 70 millions d'euros pour le lâcher. Alors, contrat ou pas contrat, est-ce que ça vaut le coup de lâcher 70 millions d'euros? Pour Akliouche, forcément, passer de Monaco à Arsenal, c'est un vrai step. En plus de ça, il rejoindrait un club qui est coaché par Mikel Arteta, un entraîneur espagnol qui aime les joueurs habiles avec le ballon, un profil un petit peu à la Martin Odegaard, même si du coup ce serait plus pour évoluer sur le côté droit. En plus de ça, c'est un club qui a des ambitions et on sait que Didier Deschamps a envie d'avoir des joueurs qui jouent des grandes compétitions en équipe de France. Donc, ça serait l'étape parfaite pour lui. Il continuera en plus de disputer la Ligue des Champions. Donc, moi, si je suis à Cliouche, je trouve que ce serait une bonne idée d'aller à Arsenal. Si je suis Monaco, forcément, 70 millions d'euros, ça fait réfléchir. Il y a déjà eu le recrutement d'Ansu Fati, même si c'est un pari et c'est sur l'aile gauche. On sait qu'Ilyes Bencheghir, à un moment donné, était presque annoncé sur le départ. Il y avait des intérêts, d'après certaines rumeurs, de l'Olympique de Marseille. À voir donc si en laissant partir à Cliouche, on peut garder Ilyes Bencheghir une saison de plus. On sait qu'il y a d'autres joueurs aussi à ce poste. Mais 70 millions d'euros, c'est quand même difficile à refuser pour un joueur qui est certes très prometteur, mais qui, on le sait, Monaco a quand même eu pas mal de pépins physiques la saison passée, notamment en Ligue des Champions. Est-ce que Magnus Akliouche, le garder une saison de plus, c'est pas risqué en vue d'une blessure, ce qui ne voudrait pas le acheter à 70 millions d'euros, voire pourquoi pas essayer de négocier 10 millions de plus? À mon avis, c'est possible. Mais en tout cas, je pense que c'est le bon moment pour Monaco de le laisser partir. Enfin, pour Arsenal, est-ce que ça vaut le coup de mettre 70 millions d'euros? Là, pour le coup, j'ai plutôt envie d'être négatif. Simplement parce qu'Arsenal a déjà Bukayo Saka, qui a certes manqué pas mal de matchs l'an dernier pour une blessure, mais qui est quand même peut-être le joueur numéro 1 de cette équipe, le visage clairement d'Arsenal. Également le jeune Ethan Nwaneri qui peut jouer côté droit. Donc pour moi, c'est pas forcément la priorité. S'il faut mettre 70 millions d'euros, ce serait plus sur un ailier gauche. D'autant plus qu'il y a la piste Eberechi Eze qui est également évoquée et qui serait très bien d'avancer d'après Fabrizio Romano. L'occasion donc pour rebondir dessus. Eberechi Eze, lui pour le coup, c'est un véritable milieu offensif qui peut également jouer ailier gauche. Là où Arsenal a clairement besoin de renfort, je suis beaucoup plus emballé pour le coup par Eberechi Eze, qui est certes un peu plus âgé, 27 ans, mais qui est international anglais, qui joue à Crystal Palace. On sait que Palace va lâcher déjà normalement Marc Guéhi. Donc je pense que dans un premier temps, il vaut mieux miser sur un Eberechi Eze et voir par la suite pour Magnus Akliouche. Allez, on reste en Ligue 1 où il y a eu pas mal de rumeurs de sorties ces dernières 24 heures, notamment concernant le FC Nantes. C'est une info Ouest France. Sunderland a fait une offre de 20 millions d'euros à Nantes, offre refusée, mais sans doute que les Black Cats vont revenir à la charge pour l'attaquant international espoir français. Si je suis Mathis Ablin, très clairement, le choix Sunderland ne m'intéresse pas, simplement parce que certes, il y a Régis Lebris, un coach français là-bas, certes, le mercato commence plutôt bien à Sunderland, avec notamment le recrutement d'Habib Diarra, mais pour autant, Mathis Ablin a pour moi plutôt intérêt à rejoindre un club plus EP de Ligue 1 que Nantes dans un premier temps. Monaco, par exemple, Lille, pour apporter une concurrence à Olivier Giroud, ou même un club comme l'Olympique de Marseille qui se cherche un buteur. Donc je ne trouve pas que ça soit forcément le meilleur projet pour son développement. C'est un joueur qui a déjà pas mal bourlingué à droite à gauche depuis le début de sa carrière. Rennes, Le Havre, Auxerre, Nantes. Il y a un coach en plus qui est très prometteur qui vient d'arriver, à savoir Luis Castro, avec un effectif nantais qui sera sans doute très rajeuni, porté sur un jeu beaucoup plus intéressant pour lui. Donc moi, si je suis à Ablin, soit je reste à Nantes, soit je pars, mais je reste en Ligue 1, parce que pour moi, c'est là où il va pouvoir continuer de progresser le plus stablement possible. Si je suis Nantes, 20 millions d'euros, je trouve que c'est clairement pas assez. On parle effectivement d'un joueur qui a été recruté une dizaine de millions d'euros l'été dernier, donc potentiellement on aurait une plus-value quand même assez importante, puisqu'on double le prix. Mais sincèrement, Nantes n'est pas non plus dans l'obligation de vendre, puisqu'il a déjà vendu Moses Simon pour 7 millions d'euros. Il y aura d'autres départs. Donc pour moi, Nantes doit absolument faire monter les enchères. Et quand on voit que Sunderland a fait venir Habib Diarra pour 35 millions d'euros,
je me dis que Nantes peut au moins négocier jusqu'à 30 millions. Enfin, pour Sunderland, forcément, j'ai envie de dire que c'est un oui. On sait que Sunderland a besoin de renforts, notamment offensivement. Après, attention, moi, si j'étais les Black Cats, je miserais plus sur un joueur comme Dominique Calvert-Lewin, par exemple, qui est en fin de contrat, qui vient tout simplement de quitter Everton, qui est un profil pour moi plus expérimenté, ou même sur Callum Wilson, qui vient de quitter aussi librement Newcastle, même si on sait qu'il y a la rivalité entre Newcastle et Sunderland. Mais voilà, je miserais plus sur un joueur d'expérience de Première Ligue plutôt que sur un jeune joueur prometteur, parce que l'objectif, dans un premier temps, c'est le maintien. Toujours en Ligue 1, vraiment beaucoup de rumeurs. Cette fois-ci, c'est un gardien lyonnais, Lucas Perry, le Brésilien, qui serait dans les petits papiers de l'AS Monaco. On sait que Monaco a besoin d'un nouveau gardien avec les saisons compliquées de Majewski et de Philippe Keun. Il y a eu pas mal de pistes d'évoquer, notamment Marcin Bulka, également Milinkovic-Savic du Torino ou encore Ter Stegen du Barça. Et donc la piste la plus plausible serait donc Lucas Perry, le gardien brésilien de Lyon, qui a fait une bonne saison. Mais on le sait, Lyon, avec la rétrogradation en Ligue 2 et potentiellement le dépôt de bilan, est en mauvaise position pour garder ses meilleurs éléments. Lucas Perry pourrait, d'après l'équipe, être libéré dans les prochaines semaines et donc signerait librement du côté de l'AS Monaco. C'est une éventualité. Si je suis le gardien lyonnais, forcément j'y vais. C'est un club qui est donc en Ligue 1, l'AS Monaco, qui en plus a des ambitions intéressantes avec donc l'arrivée de Paul Pogba, d'Eric Dyer et d'Ansu Fati. Et clairement, c'est voilà, entre guillemets une petite progression. On reste en Ligue 1, on assure entre guillemets potentiellement une place de titulaire dans un club. Et c'est important en vue de la Coupe du Monde 2026 qui arrive aux États-Unis. On sait que voilà, le Brésil se cherche entre guillemets pas forcément un numéro 1, mais une concurrence à Alisson avec pas mal de joueurs sélectionnés en championnat brésilien. Donc voilà, Lucas Perry a une place à gratter pour moi dans la liste de Carlo Ancelotti. Et signé à Monaco, c'est du coup la possibilité de jouer la Ligue des Champions pour la première fois de sa carrière. Et moi, très clairement, si je suis à sa place, je fonce du côté de Monaco. Si je suis Monaco, je fonce également sur lui. C'est un gardien qui a fait une très belle saison en Ligue 1. C'est pas forcément le meilleur gardien. Peut-être qu'un Petrovic aurait été la meilleure possibilité. Mais là, on parle encore une fois d'un joueur libre. Ça ferait donc le troisième après Eric Dyer et Paul Pogba. Monaco a certes des liquidités, mais ça pourrait leur permettre d'investir plus sur d'autres postes plutôt que de mettre 30 millions sur un gars un but. Quand on a la possibilité d'en faire venir un gratuitement, c'est quand même beaucoup mieux. Et en plus de ça, Perry, ça reste un gardien qui a de l'expérience, qui a remporté pas mal de trophées au Brésil. Donc, sincèrement, je trouve que c'est une très bonne possibilité pour Monaco. Dernier joueur de Ligue 1 de la vidéo, c'est Marco Asensio. Alors, le joueur de Ligue 1 parce qu'il est revenu au Paris Saint-Germain, mais il vient de faire 6 bons mois du côté de l'Aston Villa. Et d'après l'équipe, le PSG aurait reçu une offre de 15 millions d'euros de la part de Fenerbahçe pour l'ailier droit milieu offensif espagnol. Pour rappel, il était arrivé libre lors de la signature de Luis Enrique, mais n'a jamais eu vraiment sa chance dans le 11 parisien. D'autant plus que maintenant, avec l'explosion d'Ousmane Dembélé au poste d'avant-centre, la révélation de Désiré Doué, le recrutement de Kvaratskhelia et même du coup potentiellement le retour de près de Randal Kolo Muani, sans oublier bien sûr Bradley Barcola, ça commence à faire beaucoup de monde pour le poste d'ailier droit, sans oublier aussi le petit Ibrahim Mbaye. Voilà, Marco Asensio, je pense que malheureusement son avenir au PSG est terminé, donc c'est plus l'occasion pour lui de s'en aller. Maintenant, Fenerbahçe, je suis pas sûr que ce soit le meilleur projet pour lui. À sa place, je tenterais plutôt de signer par exemple en Espagne. On sait que par exemple la Real Sociedad pourrait perdre Takekubo à ce poste d'ailier droit. Est-ce que ce serait pas l'occasion pour lui de revenir en Liga dans un club qui joue les compétitions européennes? On sait aussi que le Betis Séville a compté sur par exemple un joueur comme Anthony, mais n'est pas certain de pouvoir le récupérer définitivement puisque sa cote est remontée. Marco Asensio à 15 millions d'euros, ce serait une possibilité. Donc voilà, moi si je suis Asensio, je file pas forcément en Fenerbahçe, mais plutôt en Liga, même si pour l'instant il n'y a pas vraiment eu de rumeur de sortie. Du côté du PSG, comme je l'ai dit, il y a déjà beaucoup de monde. Une offre de 15 millions d'euros pour un joueur qui, je crois, arrive
à peu près 1 an de la fin de son contrat. C'est vraiment une très très bonne occasion pour le vendre. Certes, c'est un joueur qui était pas mal à Aston Villa, mais on le sait, il ne rentre pas dans les plans de Luis Enrique et le PSG veut miser maintenant sur l'avenir. Donc clairement, 15 millions d'euros pour un joueur arrivé libre en 2023, c'est une excellente opportunité. Donc je le vends. Et par contre, si je me mets à la place de Fenerbahçe, bah, c'est clairement une très bonne possibilité. Le Fener se cherche un ailier droit ou même un milieu offensif. C'est un des postes les moins fournis. Un joueur qui a fait 6 très bons mois du côté d'Aston Villa serait une belle plus-value. D'autant plus que la concurrence est renforcée puisque Galatasaray est allé chercher Leroy Sané. Donc c'est un oui pour moi du côté de Fenerbahçe. Une rumeur maintenant concernant un des défenseurs qui a été à un moment donné les plus prometteurs de première ligne, Christian Romero, le défenseur central argentin, serait en partance vers l'Atlético de Madrid. Alors rien n'est fait, on est encore au stade de la rumeur, mais en effet les Colchoneros aimeraient renforcer leur défense centrale en investissement massivement sur le défenseur de Tottenham, Romero, défenseur champion du monde avec l'Argentine en 2022, un joueur qui clairement correspond au profil défensif de Diego Simeone. On sait que l'Atlético investit sur Matteo Ruggieri pour évoluer au poste de piston gauche, latéral gauche. Sans doute donc qu'on serait sur une défense à 3 centraux la saison prochaine pour l'Atlético, qui ont déjà, certes, José María Jiménez, Robin le Normand, potentiellement aussi Clément Langlais. Je crois que je ne sais plus s'il a été signé définitivement, mais il y a quand même un besoin en défense centrale pour être vraiment au top du top, d'autant plus que Renildo et Azpilicueta ainsi qu'Axel Witsel sont partis libres. Donc c'est une bonne opportunité en tout cas pour Atlético Madrid de se renforcer. C'est un joueur qui, comme je dis en introduction, a eu une très grosse cote à un moment donné sur le marché des transferts. Malheureusement, il a été pas mal de fois blessé depuis son titre de champion du monde. Il a également connu une saison compliquée en championnat avec Tottenham, en terminant quand même dans les bas-fonds de la première ligne. Certes, il y a ce titre en Ligue Europa où il a été très bon en finale, mais quand même, il a besoin peut-être d'un nouveau challenge pour, entre guillemets, se relancer. Et je pense que l'Atlético de Madrid peut être une belle possibilité pour lui. Et si je suis Tottenham, très clairement, ce serait une énorme perte en vue quand même de la Ligue des Champions la saison prochaine, même si on sait qu'il y a eu quelques investissements intéressants avec Van de Ven auparavant, ou encore très récemment avec Kevin Danso. Donc bon, c'est un petit peu entre les deux. Je trouve que le prix peut-être un peu trop important, mais le profil en tout cas est intéressant. Donc je vais partir quand même sur un oui pour le joueur et pour l'Atlético, et par contre sur un non pour Tottenham. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis sur chaque rumeur et à liker, partager et à vous abonner si vous aimez le contenu et le format. N'hésitez pas non plus à me dire en commentaire des petites améliorations à faire au niveau du montage, des transitions, etc. Je suis libre de vous écouter sans souci. Et donc, moi, je vous dis à demain pour la matinale du jeudi 3 juillet. Bonne soirée à vous.